Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour l'épisode 18 de Parlons Constitution, et on termine de parler de la garantie des droits en évoquant le contrôle de constitutionnalité interne. Je vais venir juste après le générique sur ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est que le contrôle de constitutionnalité interne ? Alors je l'évoque comme ça parce que je ne vais pas l'évoquer dans le corps de cet épisode. Le contrôle de constitutionnalité interne, c'est le contrôle de constitutionnalité par rapport aux libertés et droits fondamentaux, et non par rapport aux règles de procédure et aux compétences des différents acteurs qui créent le droit, et essentiellement qui créent la loi, puisque le contrôle de constitutionnalité exercé actuellement par le Conseil constitutionnel sur la loi, sur le domaine législatif. Alors, maintenant que cette précision est faite, nous allons commencer par rappeler le nécessaire contrôle du respect des libertés et droits fondamentaux. En effet, c'est une première partie introductive, disons, qui rappelle cette nécessité. Donc essentiellement, le rappel de l'épisode 15, il faut garantir les libertés et droits fondamentaux pour éviter les abus de pouvoir du pouvoir en place, gouvernement comme législateur, et pour éviter la tyrannie de la majorité. Car en effet, une majorité pourrait tout à fait décider d'opprimer une minorité. Pourquoi pas, on peut l'envisager. Mais si la majorité se garantit des droits pour tous, qui sont pas que pour la majorité, mais qui sont pour tous, alors la minorité sera en quelque sorte également protégée, même si, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Les événements politiques, la force politique, peut être plus forte que ce qui est inscrit dans le droit. C'est tout à fait possible, mais en tout cas c'est une garantie, il faut garantir au maximum des libertés et droits fondamentaux, pour éviter les abus de pouvoir du pouvoir en place, et pour éviter la tyrannie de la majorité. Alors également, rappel de l'épisode 16, les libertés et droits fondamentaux sont au niveau constitutionnel, voire supraconstitutionnel en raison de la procédure spéciale, mais on y reviendra juste après. Donc là je vous ai mis un rappel de cet épisode 16, et aussi de l'épisode 14, il me semble, sur la hiérarchie des normes. Donc on voit la hiérarchie des normes dans l'ordre interne, dans l'ordre actuel, et tel que je pense que cette hiérarchie doit être. Donc on a la liberté et les droits fondamentaux au sommet, comme vous le voyez sur ce schéma. Et donc, pour garantir les libertés et droits fondamentaux, pour ça, il faut que tous les actes pris, y compris la législation, y compris les lois, il faut que tous les actes pris appliquent ces droits, ou du moins les respectent, ne les violent pas. Alors, qui pour garantir les droits fondamentaux ? Car même si on en convient qu'il le faut, qui pour le faire ? Qui peut garantir ? Alors en vertu de la hiérarchie des normes et du constitutionnalisme, je vous renvoie à l'épisode 14, comme je l'ai dit, sur la hiérarchie des normes, et on avait aussi évoqué le constitutionnalisme, puisque ça a un rapport évidemment avec cette idée-là, mais je vais pas revenir à chaque fois sur les théories, sur les doctrines juridiques et philosophiques, voire politiques, qui m'inspirent, les différentes notions que j'ai vues avant, parce que sinon, on n'avance pas, et il faut qu'on avance. Alors, même si je fais des rappels, bien sûr, alors, ainsi que de la nécessité d'un arbitre ou d'un juge indépendant, en vertu de la hiérarchie des normes, ainsi que de la nécessité d'un arbitre ou d'un juge indépendant. Et oui, il faut qu'il y ait un juge ou un arbitre indépendant. Sinon, comment pourrait-il garantir les droits fondamentaux s'il est lui-même soumis à quelqu'un d'autre ? Lorsqu'il exerce, en tout cas. Lorsqu'il est nommé, lorsqu'il est élu, il est soumis à quelque chose, et d'une certaine manière, il reste soumis à la société dans son ensemble qui le juge, mais il ne doit pas formellement être soumis à quoi que ce soit, donc il doit être complètement indépendant, et donc respecter l'indépendance du juge et les différentes choses qui permettent cette indépendance, mais on y viendra quand on parlera de la nécessaire indépendance du juge. Donc un juge indépendant, ou un arbitre indépendant, et seul un, et même je dirais le juge constitutionnel doit garantir ses libertés et droits fondamentaux. Donc on a une image de l'entrée du Conseil constitutionnel, et maintenant, pourquoi pas le juge administratif ? La question se pose. Donc je vous ai mis des images du Conseil d'État, qui est la juridiction suprême de l'ordre administratif, donc du juge administratif. Je ne vais pas faire un cours de droit sur les différents ordres, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, en droit français, ou également dans d'autres droits, je crois que le droit belge c'est pareil. Et donc la question se pose, pour ceux qui ont fait du droit, ils savent de quoi je parle, mais donc en effet, il faut que le juge administratif puisse contrôler la conformité des actes. Je dis actes en général, je vais venir sur quel acte en particulier après, des actes à la Constitution.
conformité des actes à la Constitution. Alors donc oui, mais attention, tant qu'il n'empiète pas sur les missions du Conseil constitutionnel, et notamment sur le contrôle de constitutionnalité des lois. Donc les actes, c'est pas tous les actes, seulement les actes dont il a la mission de vérifier la conformité à la loi. Et également du coup la conformité à la Constitution, et au traité, je dis en passant. Et donc je m'inscris ici dans l'ordre juridique tel qu'il est actuellement, dans la façon dont le droit est exercé par les juges, par les différentes institutions actuellement, et donc pour ceux qui ont fait du droit, ça ne change pas fondamentalement, même si bien sûr, on pourrait toujours en discuter, il y a certainement, et les juristes sont les plus à même de le critiquer, car ils connaissent bien ça, même s'ils n'ont pas forcément toutes les clés d'un point de vue science politique, ils sont quand même très à même de critiquer les institutions judiciaires. Institutions judiciaires et administratives, et le juge constitutionnel, j'entends par là, judiciaire, c'est un mauvais mot, les institutions juridiques, c'est bien mieux. Alors mais du coup, ce juge constitutionnel, je vais pas parler du juge administratif, ce serait un peu long, et c'est surtout ce qui est le plus important, c'est de garantir la conformité de la loi à la Constitution. Et ici, en tant que, je rappelle, en tant que contrôle de constitutionnalité interne, donc contrôle de la conformité de la loi, à quoi? Aux droits et libertés fondamentaux. Alors, c'est plus sympa de dire liberté et droits fondamentaux, parce que faire droits et libertés fondamentaux, on se dit c'est bizarre, libertés fondamentaux, c'est les libertés fondamentales, mais comme il y a droit avant, en fait, ça prend masculin, vous connaissez les règles de français, donc personnellement, je préfère dire liberté et droits fondamentaux, c'est un détail. Allons-y, continuons, cet épisode ça est court de toute façon, mais il faut qu'il le soit, toujours, et donc que je ne pars pas dans n'importe quoi. Alors, comment, par quelle procédure? Vous avez peut-être réfléchi pendant que je parlais, mais allons-y. Allons-y. Si on considère que les libertés et droits fondamentaux sont supraconstitutionnels du fait de la procédure spéciale. Je vous renvoie à l'épisode 7 sur la procédure d'élaboration du droit fondamental, des libertés fondamentales, d'élaboration de modifications, soit ajout, retrait, ou tout simplement une simple modification des droits et libertés fondamentaux. Alors, donc, si on considère que les libertés et droits fondamentaux sont supraconstitutionnels du fait de la procédure spéciale, CF épisode 17, pour leur modification, ces procédures différentes de celles d'une révision constitutionnelle, alors la procédure devrait être différente, non? J'ai précisé 6 procédures différentes de celles d'une révision constitutionnelle, parce que j'ai mis procédure spéciale, mais je vous ai pas encore dit. Et je vous dirai pas maintenant, hein. Je vous dirai dans très longtemps quand on évoquera ces questions. Si la procédure est différente de celle d'une révision constitutionnelle, et vous pensez bien que c'est un peu ce que je pense, puisque j'ai quand même marqué procédure spéciale, je l'appellerais pas spéciale si elle était identique à une procédure de révision constitutionnelle. Et donc alors la procédure devrait être différente. Il y a procédure différente, il y a procédure de contrôle différent. Eh bien non. Non, pourquoi? Car on ne peut pas considérer que c'est supraconstitutionnel. Ce que j'ai marqué au-dessus, si on considère que les libertés, et non on peut pas le considérer. Pourquoi? Je m'explique bien sûr. Car par définition, rien ne peut être supraconstitutionnel. C'est le principe même d'une constitution. Elle constitue le pouvoir politique, elle constitue la société, en tout cas la société politique, disons-le comme ça. Si on pourrait dire que la société politique est nécessaire à l'existence de toute autre société, mais ça ce serait un débat qui serait beaucoup trop long. Et donc, la Constitution, il ne peut rien y avoir au-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que ces droits et libertés? Pourquoi est-ce qu'il y a une procédure spéciale? Eh ben, simplement car c'est une partie différente de la Constitution. C'est une partie spécifique de l'expression de la volonté du souverain, qui se modifie d'une façon spécifique. Il faut le considérer comme ça. Et pas comme étant au-dessus de la Constitution, ou en imaginant que plutôt le reste soit une sous-constitution, qui est une hiérarchie dans les différentes parties de la Constitution. On ne peut pas. On ne peut pas la Constitution. Même si il y a des parties différentes, elles sont différentes, mais elles font corps dans le même bloc, et qu'on appelle en fait la Constitution. Alors donc, du coup, c'est la même procédure que pour le contrôle du reste de la Constitution. Faut-il qu'il y ait des injonctions à l'application des droits et libertés? Faut-il qu'il y ait des injonctions au respect des objectifs politiques? Alors ces questions, vous allez me dire, on vient d'y répondre. Eh bien, pas tout à fait en fait. Et en fait, non, on n'y a même pas répondu parce que le contrôle de constitutionnalité, c'est un contrôle des normes qui sont en vigueur ou qui vont entrer en vigueur. C'est un contrôle des actes. Et ici, l'injonction à l'application, ce serait en quelque sorte le contrôle d'un non-acte, de l'absence d'acte. Donc un juge ou quelqu'un
demanderait qu'il y ait application des droits et des libertés, qu'il y ait un acte, qu'il y ait une loi, plus particulièrement, qui fasse l'application des droits et libertés. Ou qu'il y ait un respect des objectifs politiques qui sont inscrits dans la Constitution. Eh bien, pour moi, c'est non, il ne faut pas qu'il y ait d'injonction, car ce sont des protections. Ce sont des protections. Elles protègent de l'action. Elles n'obligent pas à l'action, elles protègent de l'action. Même si elles doivent inspirer nécessairement, puisque ce sont des objectifs politiques, ça doit inspirer le législateur. Mais il n'est pas obligé de s'y conformer. Seul le législateur peut décider de légiférer. Ce n'est pas à un juge constitutionnel ou à quelqu'un d'autre de lui dire « Tu vois dans la Constitution, il y a marqué ceci. » Et je trouve que les lois, elles ne vont pas vraiment dans ce sens-là, elles vont pas vraiment dans cet objectif, elles ne garantissent pas pleinement les droits et les libertés. Par contre, bien évidemment, moi je ne suis pas du tout opposé, au contraire je trouve que ce serait une bonne chose qu'il y ait des rapports, qui incitent à leur réalisation, qui pointent l'absence de réalisation ou un défaut. Ce serait des rapports, ce serait pas contraignant. Par contre, bien sûr, une loi sur le sujet d'un droit ou d'une liberté, mais qui ne l'applique pas, là le Conseil constitutionnel peut dire quelque chose. Est-ce que pour autant la loi doit être annulée par le Conseil constitutionnel, doit être abrogée, pour prendre le bon terme? Non, après c'est le Conseil constitutionnel qui devra l'apprécier. Mais on peut pas abroger une loi parce qu'elle ne répond pas, elle ne met pas en œuvre un droit ou une liberté. Il faudrait qu'elle atteigne, il faudrait qu'on considère que, par l'absence de cette mise en œuvre, elle met en œuvre plutôt le fait que ce ne soit pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Elle met en œuvre, que cette loi mette en œuvre, quelque chose qui rend impossible, sans qu'il y ait contradiction, je veux dire, la création, la formation d'une autre loi, qui garantirait les droits. Alors bon, je pense que vous avez compris l'idée. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser une question en commentaire, j'y répondrai, j'essaierai d'être plus clair que ça sur cette idée, même si je pense que c'était quand même assez clair, hein. Et passons à la suite, passons donc à quoi? À la conclusion, puisqu'on a déjà répondu à la question au final. Il faut garantir les libertés et droits fondamentaux, qui sont au niveau constitutionnel. Ça, ce sont des rappels, des épisodes précédents, épisodes 15 et 16. Tous les actes pris, tout le droit doivent les respecter, c'est une conséquence. S'il faut les garantir, comment les garantir? Faisant que tous les actes pris, tout le droit les respecte. Seul le juge constitutionnel doit les garantir, voire le juge administratif, dans, notamment, son contrôle des actes réglementaires. Et en particulier, pour ceux qui connaissent, et ce n'est pas forcément très important, en tout cas pas à ce stade, et là je pense au règlement autonome. Mais bon, passons à la suite, c'est pas essentiel à ce stade, c'est pas essentiel pour nous ici. Ce qui est essentiel, c'est que ça doit être un juge constitutionnel qui garantisse les libertés et droits fondamentaux, et un juge constitutionnel indépendant. Alors selon là, ou les mêmes procédures que pour le contrôle du reste de la Constitution, je viens de l'expliquer il y a pas longtemps, donc je vous invite à retourner si vous avez déjà oublié, ou si vous voulez revoir, hein. Et j'ai aussi dit, je vais terminer par ça d'ailleurs, qu'il n'y avait pas d'injonction à l'application des droits ou des objectifs, mais pourquoi pas, je suis même plutôt favorable à des rapports incitatifs, pourquoi pas des rapports incitatifs. Alors donc, pour répondre au thème, le contrôle de constitutionnalité interne, c'est le juge constitutionnel, et dans une certaine mesure le juge administratif, mais c'est pas le même contrôle, c'est pas un contrôle de constitutionnalité des lois. Le juge constitutionnel est donc chargé de garantir le respect des libertés et droits fondamentaux. Alors c'était un épisode plus court, c'est vrai, mais pourquoi? Parce qu'il fallait terminer par ça, par cette nécessité-là, pour bien clôturer cette sous-partie, disons, de Parlons Constitution sur la garantie des droits, pour clôturer ces 4 épisodes, du coup maintenant avec celui-là, sur la garantie des droits. Je m'arrête là, ça ne sert à rien de parler plus. Je vous retrouve la fois prochaine, j'espère, pour la suite de Parlons Constitution, sinon peut-être ailleurs. Merci à tous et tous, c'était Elsker, et à bientôt.